Merci. Je voudrais simplement réagir un tout petit peu sur ce sel, quoi qu'on va y revenir par la suite. Donc, dès que le barreau ديال نشاركوا الملح pose problème. هذه وحده. والثانية la place du sel par rapport au sel iodé. Parce que c'est une question importante. والثالثة, je demanderai aux hommes ما يبقاوش يتقصوا في العيالات. Alors, je donne tout de suite la parole au professeur Boule pour sa communication, pour un bon modèle de consommation alimentaire du Marocain. Tout le monde connaît ces Abdeltef. إنه غني عن التعريف. فهو أستاذ جامعي بكلية العلوم بقنيطرة ورئيس الجمعية المغربية لعلوم التغذية التي أعطاها الكثير وسيعطي الكثير مستقبلا. سي عبد اللطيف لك الكلمة. Merci beaucoup. Je trouve une grande difficulté à parler après mes chers collègues qui ont parlé de beaucoup de choses que je devais dire dans cette présentation. Donc je vais essayer d'être un peu rapide et de zapper quand il le faut. Donc pour un bon modèle de consommation alimentaire, tout à l'heure, c'est Khalid Berkat a parlé un petit peu, il a touché à ça. Professeur Tiyab Hassan a aussi touché un peu de ça, même si un peu de loin. Mais c'est le docteur Arbi Rajimati, il a bien mis le doigt sur les choses. Mais moi, je vais continuer sur ce que vous avez terminé, c'est l'Arbi. Donc, modèle de consommation alimentaire. Et comme introduction, je définirai ce que c'est qu'un modèle de consommation alimentaire. Pas que je vous apprends quelque chose, non, loin de là, mais qu'il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un modèle de consommation alimentaire. La définition, c'est quoi? C'est que un modèle de consommation alimentaire, c'est la façon dont les hommes s'organisent pour consommer et ce qu'ils consomment. Donc, pour un peu l'exprimer, comme a fait Dr Arbi tout à l'heure, à la fin, dans sa dernière diapositive, on se base sur 10 catégories, ça c'est international bien sûr. Tout à l'heure, il vous a parlé du bilan de disponibilité alimentaire. Et maintenant, pour étudier un peu le modèle de consommation alimentaire, on se base sur ces 10 composés qui sont les céréales, les racines et tubercules, les légumes secs, les fruits et légumes, les viandes et les œufs, les produits laitiers, etc. C'est toujours comme ça. Et grâce à ça, on va voir ce que nous apporte chacune de ces catégories comme apport énergétique. Et le tout donc va être comparé, on va dire, ou bien présenté dans un octogone. L'octogone, c'est-à-dire ce graphique, alors avec plusieurs axes, vous voyez, avec un axe ici. Voilà. Alors regardez avec moi, tout ce qui est à droite, c'est végétal. Tout ce qui est à gauche, c'est animal. Et regardez aussi avec moi le cercle ici, au fond, qui va faire le tour, c'est la représentation de 100% de l'apport énergétique pour un pays de référence. Et comme pays de référence, il a été toujours pris la France, parce qu'il est déjà parmi les pays riches et parmi les pays qui consomment un peu du végétal et de l'animal, comme vous pouvez le voir. Vers la gauche, c'est les produits animaux, et vers la droite, les produits végétaux. Si on compare déjà le monde à la France, on trouve que le monde consomme beaucoup plus de céréales, de légumes secs et un petit peu de produits animaux. Mais la France est un pays, bien sûr, de consommation de produits d'élevage, de produits laitiers, de poissons, etc. Si on compare le Japon, qui est aussi un pays plus riche que la France, regardez sa consommation, c'est beaucoup plus, rien que les poissons. Un peu de céréales et moins de végétaux, Pourquoi? Parce que c'est un pays qui se trouve dans des îles, dans une zone océanique, donc il est constitué de plusieurs îles, mais comme il a un PIB par rapport à la France, par habitant très élevé, donc il se permet de manger un peu de tout par importation, ils importent tout simplement. Regardons par exemple un pays pauvre cette fois-ci, c'est l'inverse, c'est les légumes secs, regardez vers la droite, et un petit peu les racines, les tubercules, dans le modèle consommation, et les fruits et légumes. Donc, si vous le permettez, docteur Gemati, j'étais un peu en train de détailler votre dernière diapositive. Mais je plaisante, c'est une façon. Je
je plaisante. Bien, le modèle somalien, qui est un pays pauvre aussi, seulement il se trouve quelque part où c'est des pays nomades, c'est des pays qui se déplacent, c'est des gens qui se déplacent dans ce pays. Donc ils utilisent aussi le lait de chamelle, le lait des brebis, etc., de la chèvre, avec beaucoup de céréales et beaucoup de légumes secs. Donc vous voyez, si l'on compare toujours à la France à droite et au reste du monde. Voilà, un autre pays qui est la Colombie, végétarien, un petit peu moyen dans son PIB, etc. Regardez, beaucoup plus de végétaux, un petit peu de sucre et de miel, ils utilisent beaucoup plus de sucre, pardon, et de miel, c'est vers la gauche. Bien, j'y vais vers le Portugal, pays méditerranéen, on trouve tout, vers la droite végétaux, vers la gauche animaux, etc. Comparons à votre diagramme de la droite France et monde, regardez comment il est. Ça a été projeté par Serge Mati tout à l'heure. Le Bangladesh, ça montre que le pays est pauvre, consommation purement céréalière, légumes, etc. Et le Maroc, ça a été présenté par Serge Mati tout à l'heure. Moi, je le simplifie comme ça. Regardez, nous avons un régime à nous qui est beaucoup plus végétal, un peu, ça a été expliqué tout à l'heure, de consommation de viande rouge, de lait, etc. On n'est pas très élevé dans ces consommations. Pourquoi? Parce que pour expliquer ceci, on va voir un peu les importations et les exportations. En haut, c'est le Maroc, au milieu, c'est l'Algérie, en bas, c'est la Tunisie. Ils exportent la même chose, vous voyez. Ils exportent la tomate, ils exportent des choses communes, et ils importent surtout le blé, le maïs, etc., des choses comme ça, donc les mêmes importations. Je vais vous dire pourquoi je expose ça. Toute la Nord-Afrique versus monde en bas, c'est les mêmes modèles. Donc nous vivons dans le même, on va dire le même climat, même topographie, même chose. Et même, regardez le graphique rouge, il montre l'avancée c'est-à-dire de la disponibilité en calories de nos populations. L'Afrique, le Maroc en rouge et l'Afrique du Nord, c'est-à-dire nous avons beaucoup de similitudes. Regardez dans ce graphique et regardez avec moi la fin, c'est-à-dire vers les années 2006-2007, où il y a eu une chute dans la couverture des viandes rouges, produits laitiers, céréales, sucre, les huiles, etc. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Il y a déjà les prix, il y a déjà d'autres aléas, c'est-à-dire économiques, politiques, etc. Et dans ce graphique, vous pouvez voir avec moi depuis 1970 jusqu'à 2006 comment le taux de couverture des exportations par l'importation, des importations par les exportations a chuté. Ça veut dire qu'on importe beaucoup. Autrement, en d'autres termes, on est beaucoup dépendant du marché mondial. Pour vivre, pour manger, etc., il faudrait qu'on importe. Qu'est-ce qu'on importe? On importe beaucoup plus les choses qui sont le blé, etc., les huiles maintenant de graines, etc. Ça nous ramène à ce qu'on a toujours parlé ici, même dans cette salle une autre fois, la sécurité alimentaire, qui a été trop documentée depuis le début des années. Les politiques alimentaires en Afrique du Nord, c'était un bouquin qui a bien analysé et a passé au crible tout ce qui se passe en Afrique du Nord. Et le professeur Satara, ici avec nous, a écrit une grande partie dans ce livre et qui a donc analysé cette situation au Maroc. Et jusqu'à tout récemment, il y a beaucoup d'options stratégiques et tout. Alors, qu'est-ce qu'ils nous enseignent, cet ensemble de programmes, de rapports, etc. C'est que depuis les années 60-70, où l'on avait un concept qui est l'autosuffisance alimentaire, après est venue l'indépendance, venue d'autres critères, on ne va pas en tous les cas détailler ça, et on parle de sécurité alimentaire. Là, vous allez vous rendre compte qu'avec moi, que sécurité, ça fait introduire le terme sécurité. Beaucoup de gens essayent de l'analyser et voir s'il est politique ou économique, mais au fait, il est politique. Parce que pourquoi? Pour avoir une sécurité et nourrir toute la population marocaine, par exemple, il faut avoir accès au marché mondial, avoir ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Vous me donnez quelque chose et je vous donne l'échange, sans trop payer, etc. Mais quand même, pour avoir accès, il faudrait avoir les devises. Nous, le phosphate nous permet, bien sûr, l'agriculture et tout ça. L'Algérie, c'était le pétrole jusqu'à il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc, la sécurité, avoir les devises pour avoir accès au marché mondial. Là, c'est une partie du bouquin qui a été édité par Satara aussi, et dans lequel on peut trouver les 4 pays. Et je vais pas
m'amuser parce que pour le commenter c'est beaucoup, mais en tous les cas ça parle des différentes étapes par lesquelles est passée notre politique alimentaire ou nos stratégies alimentaires et nutritionnelles. Et alors, en résumé, nous avons beaucoup, dans cette diapositive, nous avons quelques plans qui ont été faits. D'abord, le plan Maroc Vert qui a commencé en 2008, mais juste un peu avant, il y avait le programme GAIN pour la lutte contre la carence en micronutriments, il y avait des programmes de lutte contre la malnutrition protéo-énergétique, et tout récemment, il y avait une stratégie qui a été établie de nutrition au Maroc. Mais toujours est-il, le Maroc souffre des deux. Là, ça a été dit tout à l'heure par Mme Mouzouni, on trouve et les carences et on trouve et la surcharge. Et donc il y a la double charge de malnutrition dont souffre le Marocain et la famille marocaine. La cause, parmi les causes, c'est que les politiques n'ont pas été très claires dans ce domaine de politique agricole et nutritionnelle, parce que remarquez avec moi que les prix, parce que là c'est la courbe des prix depuis 1961 jusqu'à 2014, par la FAO, ils sont restés un peu stables à un certain moment, malgré tous les problèmes qu'il y avait. Ça veut dire que la politique jouée par les États, c'était pour un peu calmer les esprits et tout. Et quand la crise de 2007-2008 est arrivée, il a un peu montré le problème. Voilà, il a montré un problème qui, ça veut dire que toutes les politiques suivies n'étaient pas crédibles. D'autant plus, parallèlement à cela, les pays du Nord s'inquiètent pour leur sécurité de qualité alimentaire. Nous, encore, on cherche la quantité alimentaire, malgré le plan du Maroc Vert qui nous donne beaucoup d'espoir dans l'avenir, mais la composante nutritionnelle reste toujours un peu lointaine. Parce que si vous entendez parler des plans Maroc Vert avec ces deux piliers principaux, vous n'entendrez parler que de quantité à produire, que de personnes de chômage, pourcentage pour chômage à régler, mais on n'entend pas question de qualité, combattre la vitamine D, la carence en vitamine D qui est actuellement il est au Maroc en grande prévalence, combattre par exemple d'autres types de carences, etc. Donc il y a ce divorce entre l'agriculture et la nutrition dans toutes nos politiques agricoles. Et maintenant, après la crise 2007-2008, qui a montré le danger, si on est toujours dépendant des importations, on va avoir un jour un problème. Hein, l'autre fois, je l'ai dit dans cette salle, il suffit qu'il y ait des inondations ou des incendies dans les pays qui qui nous exportent de chez eux le blé, par exemple, et les huiles, peut-être on n'aura pas de quoi manger. D'où notre production locale doit être faite. Et quand on parle de production locale doit être faite, je reviens au passé du Maroc. Le Maroc produisait bien. Il y a un sociologue qui s'appelle Léo l'Africain, qu'est-ce qu'il dit? Il a écrit dans ses bouquins qui a fait le tour du monde, il a dit que les terres marocaines sont si fertiles qu'elles peuvent alimenter toute l'Europe en entier, à l'époque. Et comme il y a eu des problèmes successifs, donc notre production n'a pas été améliorée, nos agriculteurs n'ont pas été bien formés, le matériel est resté rudimentaire, etc. Et donc maintenant, nous, comme les autres pays du monde, regardez la flambée des prix. Et vous voyez maintenant le SLA, Matécha, etc., comment les prix ont augmenté, etc. Et ça va rester comme ça dorénavant. Sauf s'il y a des petites, je vais dire, des interventions colossales dans ce domaine de sécurité alimentaire. Donc pour conclure, les importations fortes, la dépendance de nos importations, on est dépendant des importations, donc du marché mondial, etc., n'a fait que nous faire venir du blé tendre, de la farine tendre, des huiles de graines, des choses mauvaises. Et donc la santé s'est dégradée avec le temps. Ceci dit, il fallait que même les politiques alimentaires et les politiques agricoles et les politiques de santé doivent être sur la même longueur d'onde, chose qui n'est pas actuellement. Et donc l'apparition de ces maladies non transmissibles à l'ère de la transition dont on a cessé de parler depuis tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faudrait dorénavant penser des stratégies sur des évidences scientifiques. Je le dis, je le répète, c'est la répétition, c'est pour un peu rappeler. Et puis maintenant, il y a un autre concept qui apparaît, parce que rappelez-vous avec moi, il y avait la sécurité alimentaire, il y avait l'autosuffisance alimentaire, premier concept qui s'est changé vers sécurité alimentaire avec la venue du marché mondial. Et maintenant, il y en a qui ont commencé dès 1996 dans le sommet mondial d'alimentation
Il y a ce qu'on appelle le concept de via campesina. Pas le concept, c'est les paysans de beaucoup de pays se sont rassemblés parallèlement au même moment de ce sommet mondial pour crier et dire laissez-nous chacun dans son pays faire ce qu'il veut. On va se résilier, on va monter, descendre, se tomber, se remettre sur pied pour régler nos problèmes internes à nous. Et ça, c'est la souveraineté alimentaire qu'il demande parce qu'il définit qui c'est qui va faire quoi et il introduit le terme ou bien le mot droit dans toutes les étapes de stratégie. Via campesina, donc c'est souveraineté alimentaire. Et maintenant, tout le monde va vers, et personnellement, moi je vais vers cette tendance. Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Afrique du Nord. Maintenant, je donne comme conclusion cette souveraineté alimentaire. Pourquoi ne pas la faire à l'échelle, par exemple, maghrébin ou bien toute l'Afrique du Nord? Parce que nous sommes complémentaires, nous avons le même climat, nous avons les olives, nous avons le diète méditerranéenne, nous avons tout un ensemble de choses. Et si entre nous, on peut régler nos problèmes, on va s'en passer des importations. On ne va plus rester dépendant des importations. Et ce qui confirme ça, c'est une étude qui a été faite, et c'est j'espère qu'il est même cherché. Voilà. Parce que dans cette étude, il y avait Ftah Drouish qui était un élément très important aussi avec moi, parce qu'on avait fait des interviews avec les acteurs clés à l'échelle de toutes les composantes gouvernementales, secteur privé, public, etc. Je ne vais pas détailler, mais en tous les cas, je laisse l'article qui est paru il y a quelques années. Bon, pas tout récemment. Il y avait Genasi qui était l'élément clé avec nous dans ceci. Il y avait Saïd aussi qui était. Si ça t'a raconté, non, d'accord. Bien, donc le résultat c'est ça, c'est ce que vous voyez. Moi je ne vais attaquer que la partie qui nous intéresse comme option stratégique concernant les politiques ou bien ce qu'on appelle les réformes institutionnelles. Il faut réformer les politiques agricoles et de santé pour qu'elles se mettent sur la même longueur d'onde. Alors au fait, tout ce que vous voyez là, et regardez avec moi, en haut c'est des barres qui intéressent, l'éducation, l'activité physique, pardon. Donc on trouve une barre qui est carrément vers la droite. Ici, les noirs qui intéressent l'éducation nutritionnelle, alors que les rouges, les jaunes, etc., les bleus, ça intéresse autre chose. Étiquetage, publicité, médias, etc. On a vu toutes les options stratégiques avec tous les acteurs clés marocains pour voir une cartographie dans leur tête. Et concernant, regardez, le Maroc, l'agriculture, elle est un peu rejetée vers la gauche. Elle reste la dernière. Mais le Maroc, la barre reste toujours assez longue, bien comme les autres, assez grande. Grande, ça veut dire qu'il y a un degré de non... Pas sûr. On peut faire ça, mais c'est pas sûr parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent intervenir. Nos amis les Tunisiens, eux, le gouvernement, le secteur privé, ils ont les mêmes barres. Regardez, une de l'activité physique, l'éducation vers la droite, mais celle de l'agriculture, elle aussi, elle est rejetée carrément parce qu'elle est à gauche. Tout ce qui est à gauche n'est pas, on va dire, de haute performance. Sur le plan stratégique, tout ce qui est à droite est performant sur le plan stratégique. Et regardez avec moi, celle du bas, encerclée, en rouge, c'est la politique agricole, les réformes institutionnelles. Personne ne pense à ça. Et c'est ce que nous vivons actuellement. On ne trouve jamais l'agriculture pour la santé. L'agriculture pour l'agriculture et la santé, on a des problèmes de santé à côté. Mais pour les autres barres que vous voyez à droite, je vais vous les donner en conclusion. C'est l'éducation à l'école, c'est l'activité physique à l'école. C'est-à-dire tous les acteurs clés disent que si vous voulez réussir quelque chose, il faut passer par l'enfant, passer par l'éducation, passer par l'école, mettre la nutrition dans le cursus scolaire, mettre l'activité physique à l'école et élargir le nombre d'heures, le nombre de disciplines de sport à l'école, etc. Et donc changer le comportement de l'enfant si vous voulez avoir une bonne santé. Notre conclusion, selon les mêmes graphiques que vous avez vus, c'est que l'agriculture et les stratégies de santé sont toujours en divorce. Ils ne sont jamais unis. Et donc, il faudrait aller vers le développement de la souveraineté alimentaire et ne pas rester dépendant de l'extérieur. Je reviens sur ça immédiatement pour terminer. Regardez en bas, les barres des Tunisiens sont assez raccourcies.
c'est court. Ça veut dire qu'ils sont tranchants dans leurs décisions. Quand ils disent que cette option va régler le problème de la santé, c'est qu'ils la pensent vraiment, ils savent que ça va marcher. Nous, on dit oui, mais. Et donc le mais, tant qu'il est grand, tant que la barre devient grande. Bien, pour terminer, toujours, il faudrait faire des preuves scientifiques, l'avis des experts, il faudrait des politiques de pression sur le gouvernement et débattre les actions. Il faudrait un engagement de beaucoup de secteurs, donc la multisectorialité. Et merci. J'espère que je n'ai pas été... La proposition, c'est qu'on va... deux propositions en tout cas. C'est-à-dire on va pour ceux qui restent, avant le déjeuner, on va diminuer de 5 minutes chaque présentation. Donc au lieu de 15 minutes, ce sera 10 minutes. Et puis on va zapper la discussion sur les trois thèmes qui sont passés pour la reprendre dans la discussion après avoir passé la question de l'eau. Donc on va passer automatiquement aux histoires de l'eau. Je demande à Sila Dlouni et à Sikhaïl Kali de rejoindre les deux modérateurs si vous êtes là. Comme ça, on va passer l'eau directement, 10 minutes chacune. Merci. Que c'est aussi difficile pour moi d'intervenir après cette matinée assez chargée d'informations pour traiter cette fois-ci une certaine relation de l'eau et le volet de la santé bucco-dentaire. Alors, puisque la thématique d'aujourd'hui s'adresse au développement durable, donc si on analyse les schémas des différents qui sont proposés pour le développement durable, donc il y en a différents. On peut discuter de la validité de chacun, mais à chaque fois, vous allez trouver que pour qu'il y ait un développement durable, il faut qu'il y ait que la santé de la population suive. Parce que si l'individu n'est pas en bonne santé, il ne peut pas participer ni contribuer au développement durable. Alors, il est vrai de l'autre côté que souvent tout ce que nous ingérons, on parle depuis tout à l'heure de l'alimentation, tout ce que nous buvons, il passe par notre cavité buccale, mais c'est rare où on regarde les effets de ce que nous buvons au niveau de la cavité buccale, ou de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a pas une bonne santé bucco-dentaire sur le statut nutritionnel. Alors, donc, du coup, je vais essayer de résumer cette présentation sur 3 volets, se concentrer sur 3 volets. Premièrement, on va essayer de voir ce qui se passe dans cette relation consommation-eau, santé générale et santé bucco-dentaire. Et surtout, je vais essayer d'aborder avec vous le changement justement de mode de consommation, donc en substituant l'eau par d'autres plutôt substances. On va essayer de voir la qualité de l'eau et la santé dentaire. Et en dernier lieu, on va essayer d'aborder en quelques mots les besoins en eau pour la santé orale et comment optimiser les ressources dont nous disposons qui ne se faisant de plus en plus rares. Alors, sur le premier volet, si pour s'alimenter, si pour le statut hydrique, il faudra apporter de l'eau, donc on sait que cette eau, il va être cherchée à travers différentes sources. Mais depuis quelques années, on assiste à un modèle de substitution par les boissons, surtout en dehors des repas, par d'autres types de boissons et surtout les boissons qui sont riches en sucre, notamment les sodas et notamment l'augmentation de la consommation, donc des jus qui sont fortement riches en sucre. Alors, on va analyser dans un premier temps, donc dans ce cas-là, cette évolution où on a diminué la consommation de l'eau et substitué par une consommation des aliments qui sont riches en hydrates de carbone fermentés cibles, les effets sur la santé générale avant d'aller vers notre focus de la santé bucco-dentaire. Alors, si l'on parle de l'émergence de maladies chroniques non transmissibles, donc depuis ce matin on en parle, on sait que depuis quelques années, donc différents pays, différentes études ont été réalisées pour essayer d'étudier ce phénomène-là. Et si j'utilise toute la salle pour vous évoquer les papiers qui ont été publiés dans ce sens-là, ça ne va pas me suffire. Donc, j'en cite ici quelques études. Alors, qu'est-ce qu'on remarque et qu'est-ce qu'on peut voir à travers ce graphique où il y a une augmentation de la prévalence, donc à la fois de maladies cardiovasculaires, la prévalence de l'hypertension artérielle et la prévalence de diabète. Et ici, donc, à travers des études qui ont étudié la consommation entre ces boissons riches en hydrates de carbone fermentés cibles avec ces maladies communes non transmissibles. Alors, il est vrai que on a parlé tout à l'heure de l'évidence scientifique et la majorité des études qui ont été faites, donc c'est des études ici transversales.
Mais sachant que les pays qui nous ont devancés dans ce sens-là, il y a eu des études quand même de cohortes qui ont été faites pour essayer d'étudier justement comment cette augmentation ou encore comment l'éducation nutritionnelle par l'apport de l'eau donc peut réduire donc ce phénomène-là. Alors je vous propose cette étude-là où on a essayé d'étudier la relation entre une faible consommation et l'apparition de la réduction donc de certaines maladies, où on a vu que plus la consommation en eau elle diminue et l'augmentation de la consommation de boissons riches en hydrates de carbone, donc ils ont mis la relation sur une étude de cohorte avec l'apparition de diabète. Alors, cette fois-ci, donc, c'est une autre étude où ils ont étudié, cette fois-ci, chez les enfants. On a parlé depuis tout à l'heure des enfants, donc, quels sont les méfaits d'un mauvais régime alimentaire ou bien une mauvaise consommation sur la santé de l'enfant. Donc, là aussi, il y a des études longitudinales qui ont été faites au niveau des États-Unis, où on a essayé d'étudier, donc, l'effet de cette surconsommation de boissons sucrées à un très jeune âge, donc, pendant la première année, sur le devenir de la santé et le statut nutritionnel, cette fois-ci à un âge avancé. Alors, je vous propose un des résultats aussi qui est frappant sur cette étude longitudinale, où on retrouve que les enfants qui ont eu une consommation excessive à un très jeune âge, ils ont une malnutrition protéino-énergétique, donc dans cette fenêtre de 41 et 49. Donc, du coup, ça interpelle dans ce sens-là. Donc, et il y a eu des stratégies qui ont été faites au niveau de ces pays. Qu'est-ce qui a été fait? Donc, là, donc, un résumé aussi donc, d'un certain nombre des études qui ont été faites, où on a essayé d'éduquer ces populations-là, donc pour essayer de voir quel va être l'effet justement de la réduction de la consommation de boissons riches en sucre et les substituer en augmentant la consommation en eau. Donc, et là, il y a eu un gain énorme donc, en termes de maladies communes non transmissibles. Alors, je reviens à ce volet-là. Donc, quel est le lien maintenant avec la santé bucco-dentaire et pourquoi on a essayé de commencer dans ce sens-là? Alors, on sait tous, tout professionnel de santé dentaire sait que sans sucre, il n'y aurait pas de carie. Donc, augmentation de la fréquence de sucre, elle augmentera certes le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, etc., mais l'obésité, mais il augmente aussi le risque de certaines maladies bucco-dentaires. Donc, du coup, on doit réfléchir dans une stratégie commune dans ce sens-là. En réduisant d'autres maladies, on peut agir ensemble dans ce sens. Alors, donc, il y a eu là aussi des études longitudinales qui ont été réalisées, et là je commencerai par une étude aussi internationale où ils ont étudié donc sur une cohorte. Donc qu'est-ce qui se fait donc lorsqu'il y a une consommation excessive de boissons qui sont riches en sucre à un très jeune âge, sur le risque d'augmentation de pathologies bucco-dentaires. Et de la même manière, donc on a trouvé qu'il y a une augmentation de risque de développement de maladies selon une manière linéaire en augmentant la consommation donc de ces boissons qui sont riches en sucre. Et là, il y a eu donc l'avantage de cette étude que je vous propose là. Donc, c'est une étude où on a essayé d'ajuster sur l'ensemble des modèles dont on a parlé, le modèle socio-économique, le modèle éducationnel des parents, le modèle environnemental. Donc, on a tenu compte de l'ensemble de ces facteurs. Et là, la relation, elle est aussi évidente à travers une évidence scientifique des études de cohorte. Donc, elle existe bel et bien. Alors, on a essayé, dans ce sens-là, d'analyser l'épidémiologie donc des maladies bucco-dentaires, et particulièrement, je m'intéresse à une pathologie qui est la carie dentaire qui me touche dans mon quotidien. Alors, je retrouve ici les statistiques qui ont été publiées et qui ont été financées par l'International Association for Dental Research, où ils ont trouvé donc des données par rapport à certains nombres de pays. Alors, le Maroc ici ne figure pas, mais à côté, donc je vous propose les statistiques du Maroc, où on retrouve en 2012, à l'année de la publication de ces résultats, donc on est parmi les pays les plus touchés donc pour la maladie carieuse. Donc, il n'y a pas que l'hypertension, il n'y a pas que l'obésité, il y a aussi la maladie carieuse qui commence à émerger dans ce sens-là. Alors, on a eu quelques études, donc je vous donne un exemple rapide, là, de ce qui a été réalisé cette fois-ci en ciblant une population d'adolescents de la région de Tmera. Alors, lorsqu'on a essayé d'étudier ces phénomènes de consommation de ces boissons qui sont riches en sucre, donc on a trouvé quand même une prévalence de l'utilisation de soda et de jus de fruits de commerce qui est très élevée parmi des adolescents. Alors, on a essayé d'étudier la relation entre cette consommation et la fréquence de consommation avec la maladie carieuse. Et là, donc, la relation est statistiquement significative chez cette population. D'accord ? Donc, plus on réduit la prévalence de la maladie. Alors, donc, du coup, s'il y a une leçon quand même à en tirer,
Donc, il faudra agir dans le sens éducationnel par aussi réduire la consommation de boissons qui sont riches en sucre et privilégier et accroître la consommation en eau. Et là, on parle de la réduction parce qu'on sait que c'est difficile de changer les habitudes d'un jour au lendemain. Donc, il faut aller de manière progressive et inciter sur le plan éducationnel. Alors, puisqu'on a évoqué l'aspect éducationnel, alors dans l'aspect éducationnel, je pense qu'il y a différentes choses qui peuvent être faites. On peut agir à différents niveaux. Il y a le niveau de l'accessibilité. Je pense qu'au Maroc, quand même, il y a une bonne couverture de l'accessibilité à l'eau. Mais de l'autre côté, comme ça a été évoqué tout à l'heure, il y a aussi une grande accessibilité aux boissons qui sont riches en sucre. Alors là, c'est l'accessibilité géographique. Mais il y a un autre élément qu'il faudra tenir également en considération, c'est l'accessibilité en termes de coût. Donc le coût quand même reste dans certains cas bas, donc il reste accessible. Par exemple, l'adolescent, je parle de l'exemple de l'adolescent qu'on a étudié le plus, au lieu par exemple d'aller acheter une bouteille d'eau, il va préférer acheter une boisson gazeuse ou encore un jus qui est riche en sucre. Alors en termes de disponibilité, donc là aussi on retrouve que c'est disponible un peu partout, même si par exemple actuellement même au niveau des universités, au niveau des écoles où on a les distributeurs. Donc dans ce cas-là, on peut agir par proposer de l'eau en plus de ce qu'on a comme source au niveau de ces distributeurs et la notion de la visibilité. Donc, il faudra mettre en avant plutôt les boissons qui sont moins riches en hydrates de carbone fermenté plutôt que d'autres. Et ça, donc, dans un volet éducationnel, sachant que là aussi, donc, c'est multifactoriel. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver beaucoup de réponses par rapport à ces maladies, parce qu'il y a l'aspect biologique qui a été évoqué ce matin. Il y a les facteurs individuels où on retrouve nous comment on a été élevé. Donc on va retrouver également là comment ici le socio-économique, l'éducationnel, le culturel, etc. avant de trouver les facteurs environnementaux. Donc chaque fois qu'il s'agit d'une maladie qui est multifactorielle, donc il faudra qu'il y ait un certain nombre de stratégies qui doivent être ciblées pour réduire ou prévenir ces maladies-là. Alors, de l'autre côté, s'il faudra boire, quand même, il y a une certaine maladie qui nous intéresse cette fois-ci de près, nous intéresse de près. Donc, c'est boire, mais quoi? D'accord, là, je rebondis sur la qualité de l'eau. Alors, depuis quelques quand même années, donc on sait que depuis plusieurs années plutôt. Donc, on sait que lorsque nous consommons une eau qui est trop riche en fluor, il y a le risque de l'apparition de la fluorose. Alors là aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup qui a été fait. On sait que l'ONEP, par exemple, elle est aux normes en matière de fluor, la teneur de fluor au niveau de l'eau. Mais là, j'attire l'attention sur la population, surtout marocaine, parce qu'au début, on se disait, tiens, il y a des régions endémiques, on sait qu'il y en a au niveau de Kharibga, Boukra, etc. Mais actuellement, donc on a essayé de faire une cartographie, on trouve les zones non endémiques connues. Donc du coup, il y a là, et on a quelques études qui ont été faites où on a analysé les eaux de pluie, on a trouvé quand même qu'il y a une forte teneur en fluor, surtout pour les zones qui ne sont pas desservies par l'eau de consommation qui a été produite par l'ONEP. Donc, et là, il y a quand même un aspect éducationnel qui peut être fait dans ce sens-là. C'est vrai que c'est une maladie a priori à voir. Il n'y a pas le retentissement, il est plus esthétique, le retentissement, il est plus social, mais c'est important actuellement dans les stratégies de santé où on s'intéresse à la qualité de vie des individus, donc à la communication sociale, l'aspect psychique, il doit être aussi pris en considération. Alors, je terminerai par le dernier aspect, que l'eau, c'est pour boire, c'est important, mais l'eau aussi, c'est pour l'hygiène. Et là, j'évoquerai l'aspect de l'hygiène bucco-dentaire. D'accord ? Donc, tous les jours, je pense qu'on sait qu'il y a pour une bonne santé bucco-dentaire, il faudra se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Ça, c'est les recommandations internationales. La discussion, est-ce que c'est applicable au Maroc, oui ou non? Donc, il y a un point d'interrogation. Donc, si on se brosse au moins les dents 2 fois par jour, mais il y a beaucoup de gaspillage, je pense, qui se fait à ce niveau-là. Je vous propose une petite simulation qu'on a essayé de réaliser, donc en s'inspirant des statistiques du Haut Commissariat au Plan, donc qui ont réparti par les 12 régions la population, donc combien de population au niveau de chaque région. Donc un petit calcul simple que j'ai essayé de faire au niveau de la région de Rabat, Salé et Knétara, selon la nouvelle répartition géographique. Si on se brosse donc les dents 2 fois par jour en consommant 200 ml d'eau,
D'accord? Voilà, donc le chiffre est devant vous, vous pouvez le lire. Donc combien de millilitres par jour? Alors 200 ml, ça veut dire c'est deux, donc en fait c'est 2 verres, 2 petits verres. Donc déjà on est un modèle de consommation qui est réfléchi où on ne laisse pas l'eau du robinet qui est ouverte. Alors si on réduit à 100 ml par jour, donc vous pouvez deviner donc combien on va réduire la consommation en eau. C'est une denrée qui est rare, mais ça il faut y penser que pendant l'hygiène, donc il y a quand même beaucoup de déperditions d'eau qui se font. Ce n'est pas uniquement relatif à l'hygiène bucco-dentaire, mais on peut extrapoler également à d'autres volets donc de l'hygiène. Alors je terminerai par dire que wash, cette fois-ci c'est pas le wash du sel, c'est wash par rapport à l'eau, d'accord? Donc le wash par rapport à l'eau, donc dans ce cas-là, donc il y a quand même des stratégies communes qui peuvent être réalisées, qui vont permettre d'atteindre des objectifs communs où on va réduire énormément de maladies. C'est vrai, je reconnais que les professionnels en fait de santé bucco-dentaire, là, on n'est pas trop impliqués dans ce sens-là, mais il y a quand même énormément à gagner, à intégrer aussi ce secteur, parce que je demande mal comment on peut s'alimenter correctement, comment on peut manger des fibres correctement, donc si on n'a pas une bonne santé bucco-dentaire. Tout commence par la bouche, donc il faut de temps en temps penser à ce qui se passe à ce niveau-là, et je terminerai par vous remercier pour votre attention, en espérant que je n'ai pas trop débordé sur le temps. Merci beaucoup, professeur Salah, parce que vous avez respecté le temps et vous nous avez rapprochés au WASH. Et donc, sans transition, je vais tout de suite demander à Madame Rihab Chouari, la présidente de la Madiat, de venir nous parler de la dernière conférence de cette session et qui est intitulée « L'eau, vecteur de santé et bien-être ». Sa conférence, c'est une question qu'elle pose, en espérant qu'elle nous apportera les solutions ou les réponses. Comment atteindre une hydratation permanente? Donc, Madame Rihab, présidente de la Madiat, organisatrice de cette journée, qui va nous donner le plaisir, en 10 minutes, si elle peut, de nous parler et de nous répondre à cette question. Comment peut-on arriver à l'hydratation permanente? Alors voilà, bonjour tout le monde. Le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui acquiert une importance prépondérale dans la préservation de la santé ainsi que dans la prévention et joue un rôle très important dans le bien-être des humains. Alors je vais parler d'une denrée qui est indispensable, l'eau. C'est la boisson, la seule boisson d'ailleurs indispensable. Elle représente 75% de la superficie de la planète, mais seulement 2% de cette superficie est potable. Cependant, étant le premier constituant du corps humain, elle représente jusqu'à 75% du poids corporel du nouveau-né, 60% du poids corporel d'un homme adulte et jusqu'à 55% du poids corporel d'une personne âgée. L'eau n'est pas présente uniformément dans tous les organes de la même quantité. Alors, par exemple, on a les poumons, l'eau est présente en un pourcentage de 90%, contrairement aux os et aux squelettes où l'eau représente 22%. Alors, la soif est une alarme très tardive. Alors, lorsqu'on parle de la soif, c'est pas automatiquement... elle n'apparaît que lorsque la perte de poids dépasse les 1%. Quand la soif est là, c'est-à-dire que la personne peut perdre jusqu'à 10% de ses capacités cognitives et c'est un signal qui disparaît rapidement après l'ingestion de l'eau, mais les signes de déshydratation restent toujours présents. C'est un mauvais indicateur de l'état de l'hydratation du corps, ce qui veut dire qu'on ne doit pas boire, on doit boire tout le temps sans avoir soif. Il faut boire pour compenser les pertes que représentent les urines et les selles sont de 1,5 litre par jour. La respiration, la transpiration, les pertes cutanées, donc c'est des pertes importantes qui sont supérieures à 2,5 litres par jour. Il faut compenser ces pertes par des apports qui vont être très importants quand même, que ce soit des apports en eau ou en aliments, parce que les aliments aussi ils apportent de l'eau. Et puis, même dans le corps, l'eau est synthétisée d'une façon endogène. La figure suivante représente les pertes d'eau par jour.
et les apports d'eau par jour qui peuvent compenser ces pertes. Alors 2 choses sont très importantes à avoir en tête, c'est que l'homme a besoin de s'hydrater et ceci dépend, la quantité de l'eau qu'il doit ingérer dépend automatiquement de son activité métabolique, son activité journalière et aussi du climat et de tout ce qui a relation avec son environnement. Chez l'enfant et l'adolescent, les besoins en eau sont différents que chez l'adulte, bien sûr. Et puis, j'ai essayé de vous présenter les apports en eau conseillés pour les enfants et les adolescents. De 1 à 6 ans, il a besoin d'1 litre par jour. De 7 à 10 ans, il a besoin de 1,8 litre par jour. Et de 11 à 18 ans, il a besoin de plus de 2 litres par jour. Chez la femme enceinte, l'eau aussi joue un rôle très important et primordial. Alors, les besoins sont accrus, vu que la femme enceinte, elle a des besoins un peu spécifiques. Et puis, même pendant l'allaitement, elle a quand même un besoin accru aussi. L'eau riche en calcium pour renforcer l'os et les dents chez la femme enceinte, c'est important, donc elle doit en consommer davantage. L'eau gazeuse est déconseillée, mais en général, son apport en eau et en boisson doit être supérieur à 2 litres par jour. Chez la personne âgée, chez qui l'eau représente 55% du poids corporel, chez les personnes âgées en général, on remarque une déshydratation quasi systématique, une constipation, une hypotension, et c'est un terrain fragilisé par plusieurs causes. Et puis donc la personne âgée doit consommer davantage l'eau et l'apport conseillé est supérieur de 2 litres par jour. Maintenant, lorsqu'on a parlé de l'importance de s'hydrater, l'importance de boire de l'eau, quelle eau faut-il consommer? Alors, est-ce qu'on doit consommer l'eau en bouteille ou carrément l'eau du robinet? Le plus important à savoir, c'est qu'on doit boire. Boire de l'eau de robinet ou l'eau de bouteille, c'est pas vraiment ça qu'on doit avoir en tête. C'est que l'eau de robinet, c'est économique, écologique et disponible. L'eau de bouteille, c'est un choix. C'est selon la disponibilité, selon le niveau socio-économique, etc. Mais le plus important, c'est de s'hydrater et de prendre de l'eau. J'essaie de